Et on se retrouve donc dans les clés de l'IMO, notre rendez-vous dédié à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, on s'intéresse de plus près à l'immobilier résidentiel neuf et surtout à l'immobilier de bureau. Retour d'abord sur l'année immobilière 2022 et puis on essaiera d'anticiper ce qui va se passer en 2023. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine Éric Groven, responsable de la direction immobilière en France à la Société Générale. Bonjour. Bonjour Pauline. Alors Éric, pour commencer, on va commencer par l'immobilier de bureau. Est-ce que vous pourriez nous dresser un bilan global ? Qu'est-ce qui s'est passé en cette année 2022 ? Alors avant de vous parler de l'année 2022, je voudrais d'abord vous dire que le marché immobilier de bureau s'est porté de très bonne façon jusqu'au Covid en 2020. Qu'après la période de confinement, il a repris, mais que la crise, la guerre en Ukraine, l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt ont fait rechuter ce marché. Donc, il faut apprécier la situation d'aujourd'hui en se souvenant que l'on sort de 5 années pendant lesquelles le marché a été très florissant. Alors aujourd'hui, le marché de l'immobilier de bureau est dans une période un petit peu délicate parce que nous sommes à la confluence de différents facteurs qui jouent en sens contraire. Premièrement, le télétravail. Je rappelle que les grandes entreprises ont d'abord eu des accords de 1 à 2 jours de télétravail, puis 2 à 3 jours, et dans certains cas même, 3 à 4 jours. Et donc, les surfaces nécessaires sont devenues moins importantes. Ce flex-office a été amplifié par le télétravail. Les gens, finalement, n'étaient pas très à l'aise avec le télétravail au départ, mais quand ils ont été confinés, ils se sont rendus compte que le télétravail présentait dans la vie quotidienne beaucoup d'avantages. Et donc, nous avons aujourd'hui une mutation du marché de l'immobilier de bureau vers un autre monde, avec une année 2022 en demi-teinte. Le début de l'année 2022 s'est plutôt bien tenu, mais à partir de la mi-2022, on a vu en immobilier de bureau moins de transactions, des transactions qui prenaient plus de temps et des opérateurs de l'immobilier professionnel tertiaire, puisque c'est comme ça qu'on appelle l'immobilier de bureau, qui commençait à se poser beaucoup de questions. Comment ils ont réagi les investisseurs à tout ça ? Alors les investisseurs, ils ont finalement 2 solutions. Une solution tactique à court terme et puis une solution stratégique. La solution tactique de court terme, elle consiste simplement à baisser le prix des loyers. Ça s'appelle d'une façon pudique les mesures d'accompagnement. Donc, dans le marché immobilier tertiaire, on maintient facialement le loyer, mais on offre un certain nombre de réductions. Par exemple, à la Défense, où la crise aujourd'hui est importante, il n'est pas rare que sur un bail de 9 ans, vous bénéficiez d'un tiers, par exemple, de franchise. Ou bien on vous offre les aménagements intérieurs. Bref, la solution tactique des investisseurs face à la crise de l'immobilier bureau, c'est d'abord de baisser ce que l'on appelle les valeurs locatives. La deuxième solution, qui est plus stratégique, elle consiste simplement à garder les immeubles en patrimoine plutôt que de les vendre à la casse ou de façon dégradée. Après tout, c'est comme à la bourse, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Mais du coup, est-ce qu'ils ont quand même continué à signer des nouveaux contrats, les investisseurs ? Moins. On a vu à partir de la deuxième partie de l'année 2022 que les investisseurs avaient un peu levé le crayon et qu'ils ne s'engageaient plus autant qu'avant. Et surtout, ils s'engageaient moins sur de grandes surfaces. C'est surtout ça qu'on a vu. Les petites surfaces, elles sont prises à bail ou elles sont achetées par des utilisateurs qui en ont besoin. Et comme les prix ont baissé des loyers, certains utilisateurs trouvent utile de reprendre des surfaces. Mais les grands investisseurs sont beaucoup plus prudents. Une autre raison importante à mentionner, c'est que nombre des immeubles ne passeront pas la transition énergétique, le fameux décret tertiaire, et pour cette raison-là, devront être réhabilités. Donc, les investisseurs, stratégiquement, peuvent se dire « je le garde, je le transforme, je le restructure, et puis plus tard, je le relouerai ». Tout à l'heure, vous évoquiez les changements de mode de travail. Quels sont leurs impacts plus précisément sur le marché de l'immobilier ? Et qu'est-ce que ça change en matière de stratégie d'acquisition immobilière ? Alors, la règle arithmétique est simple. Dans l'ancien monde, on avait un poste de travail par salarié. Aujourd'hui, quand je regarde ce qui se pratique chez les grands groupes, on est à 0,7. Ça veut dire que vous avez 7 postes de travail pour 10 collaborateurs. Et
c'est pas compliqué de comprendre que vous avez, alors c'est pas complètement mécanique, mais presque un tiers de surface qui disparaît, puisque par la force des choses, vous avez densifié. Et puis le télétravail à 3 jours par semaine, voire à 4 jours par semaine, a amené certains responsables de très grands groupes à réfléchir même à une semaine de 4 jours en se disant mais finalement les tours le vendredi elles sont désertes, pourquoi les laisser ouvertes? Et c'est cette réaction, cette réflexion aussi sur la semaine de 4 jours qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et comment débute alors l'année 2023 pour l'immobilier de bureau? Est-ce que pour vous c'est la grande incertitude? Alors je dirais, pour reprendre un poème célèbre, autant suspend ton vol. Je pense que personne n'a intérêt à ce que le marché entre réellement dans une crise. Donc les investisseurs sont prudents, les vendeurs sont prudents, on s'observe. Il y a un petit frémissement d'opération, on n'a pas encore observé d'importants décalages sur le prix dans l'immobilier de bureau pour des biens correctement situés. Et d'ailleurs, même sur Paris, on trouve encore des baux qui se signent à 1 000 € du mètre carré dans le quartier central des affaires, c'est-à-dire le haut du marché. Mais ça concerne évidemment quelques arrondissements, quelques micro-arrondissements de Paris. Donc, pour le moment, nous ne savons pas ce qui va se passer. La Banque centrale européenne a encore annoncé de multiples augmentations de taux et le marché immobilier déteste l'augmentation des taux. Alors merci pour ces perspectives et pour ce bilan 2022-2023. Je vous propose qu'on passe à l'immobilier résidentiel neuf. Quel bilan on tire de cette année? Quelle grande tendance se dégage selon vous, Éric? Alors sur l'immobilier neuf en France, ma vision est assez pessimiste. Elle est pessimiste parce que on ne produit pas assez de logements en France. On ne produit pas assez de logements en France parce que, pour tout un tas de raisons, les élus rechignent à délivrer des permis de construire. Lorsque les permis sont délivrés, ils sont attaqués, les procédures prennent énormément de temps. Et puis dans le même temps, les coûts de construction ont explosé et les taux d'intérêt qui permettaient aux particuliers d'acheter des logements ont aussi triplé. Et donc, on se retrouve à un moment où la configuration, en fait, de ce marché devient plutôt hostile. Donc, de ce fait, le marché est marqué par un ralentissement. On a, je crois, commencé aujourd'hui en France 376 000 nouveaux logements, alors qu'il en faudrait 500 000 par an pour correctement loger la population qui vit dans notre pays. Ça veut dire qu'on génère à peu près 150 000 logements qui manquent chaque année et qui devraient être construits. Donc, la situation entre les taux d'intérêt, l'inflation, la réticence des maires et par ailleurs l'environnement économique global, le taux de l'usure, fait que globalement c'est un marché qui est à la peine. Et il y a aussi l'inflation qui pèse sur les matériaux de construction, en plus de la délivrance des permis de construire, comme vous l'évoquiez, qui patine un petit peu. Quel impact ça a, l'inflation, sur la hausse des prix des nouveaux immeubles? Vous savez, dans une opération immobilière, il y a 2 choses qui vous coûtent cher. Le terrain et les travaux. Les terrains sont rares. J'attire votre attention sur l'un des effets de bord de la zéro artificialisation nette qui fait que les terrains constructibles seront de plus en plus rares et donc de plus en plus chers. Ça veut dire que pour réaliser 100 logements, un promoteur paie beaucoup plus cher aujourd'hui son terrain qu'il ne payait avant. Et puis en plus, et ça c'était totalement inattendu, les coûts des matériaux de construction et, d'une certaine façon, globalement, des prestations des entreprises du bâtiment ont aussi largement augmenté. Et les deux font que, bien que le marché immobilier global soit à la baisse, que les ménages aient du mal à s'endetter, eh bien, pour autant, les prix du neuf continuent à progresser. Mais alors, ça, c'est intéressant parce que est-ce que, du coup, l'immobilier neuf est accessible aux primo-accédants? Parce que c'est quand même en partie eux qui tirent le marché de l'immobilier. Alors, le marché se réduit pour les primo-accédants. Moi, j'appartiens à une génération dans laquelle 2 salaires élevés de cadres supérieurs débutants permettaient d'acheter dans Paris. Aujourd'hui, si vous prenez la génération de mes enfants, qui ont à peu près à l'âge
qui est le leur, les revenus qui étaient les miens à l'époque, c'est impossible. Ce n'est plus possible que si vous bénéficiez d'une aide de vos parents qui apporte en fait un capital permettant d'acheter. Alors ça, je vous parle de Paris intramuros. Évidemment, si vous décidez de voler par de vos propres ailes et d'aller vous installer à 1 heure de RER de Paris, probablement vous y arriverez. Mais la réalité, c'est que pour les primo-accédants, c'est toujours plus loin parce que c'est moins cher. Et ça, c'est une évolution évidemment qui est tout à fait regrettable, puisque tout le monde devrait pouvoir se loger correctement à l'endroit qu'il le souhaite. Pour conclure, Éric, quelles sont pour vous les grandes perspectives 2023 pour l'immobilier résidentiel neuf ? Alors, dans l'immobilier résidentiel neuf, je crois qu'un des points importants, ça va être le succès ou pas de la nouvelle loi Pinel, hein, la loi Pinel Plus, celle dans laquelle vous ne pouvez bénéficier des avantages fiscaux maximum qu'à partir du moment où l'appartement respecte un certain nombre de critères. La difficulté, c'est que les critères sont très qualitatifs et que donc les appartements sont chers. Ça veut dire que la loi Pinel dans l'ancien système permettait des volumes importants. Je pense que la loi Pinel Plus sera beaucoup plus élitiste et concernera finalement beaucoup moins de logements. Merci beaucoup. Éric Groven, responsable de la direction immobilière en France à la Société Générale, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.